Bonjour, mon nom est Guillaume Lessard. Je suis professeur invité à la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal et je travaille aussi au sein de l'Observatoire Ivanhoe-Cambridge. Euh, donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler des unités d'habitation accessoires. Ça va être basé en partie sur ma recherche postdoctorale effectuée il y a déjà quelques années et aussi sur les récents changements réglementaires qu'on a eus au Québec là, en lien avec les unités d'habitation accessoires. Puis je vais terminer avec d'autres possibilités en fait qu'on a qui sont assez similaires de densification douce. Donc je pense pas que les UHA sont la seule méthode de densification douce qui permet de répondre aux besoins de logement qu'on a actuellement, puis aux besoins d'augmenter la densité dans les secteurs de maisons unifamiliales au Québec. Euh, Rapidement, qu'est-ce qu'on sait des UHA? Donc quand j'avais fait ma recherche à l'époque, il y avait peu d'études empiriques en fait sur les faits, donc avec des données, puis vraiment qui montraient est-ce que ça fonctionne, c'est quoi les coûts de logement, c'est quoi les conditions, est-ce que ça marche moins bien. À Vancouver, ce qu'on savait notamment là, avec les études de Davidoff, Mendez, etc., c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'effets sur les valeurs foncières adjacentes en fait. Ça, c'est souvent une crainte. Donc, si on construit des UHA, ça va dévaluer les terrains adjacents. D'autres études montraient aussi que c'était souvent utilisé comme stratégie intergénérationnelle, souvent chez les populations migrantes ou des personnes à plus faible revenu, pour être capable en combinant nos revenus, d'être capable d'avoir une bonne qualité de vie, des bons logements de qualité. Et donc, il y a aussi, d'ailleurs, je conseille là, fortement là, pour ceux et celles qui se posent des questions sur quelles sont les bonnes méthodes d'encadrement réglementaire, le document publié par BC Housing en 2021, super ressource pour ces enjeux-là, c'est disponible en ligne. À Edmonton, il y avait les travaux de Ashley Salvador, qui maintenant est conseillère municipale, mais elle avait aussi cofondé Ye Garden Suite, qui est un OBNL qui favorisait le développement des UHA dans le secteur. Et à Edmonton, donc un de leurs constats, c'était que c'était super, ça se développait bien, ça répondait bien aux besoins puis au tissu urbain qu'on avait à Edmonton, mais ça coûtait très cher. Et donc, c'était souvent en fait des gens qui avaient déjà payé leur maison, qui étaient capables de construire une UHA. C'était rarement des nouveaux propriétaires. Donc, pour la question de est-ce que ça permet de faire du logement abordable, pour des nouveaux propriétaires, ce qu'on constate, c'est que pas vraiment. Aux États-Unis, c'est sûr que la plupart des études sont dans des villes où il y a plus de zonage exclusif que ce qu'on a au Québec. C'est-à-dire que souvent, tout ce qu'on peut faire, c'est de la haute densité dans le cœur urbain. Puis, dès qu'on sort des cœurs urbains, on tombe dans le zonage unifamilial exclusif, rien d'autre. Donc, dans ce contexte-là, il faut comprendre que les résultats des études américaines se transposent pas nécessairement là, parfaitement au Québec. Parce qu'ici, on a plus de zonage inclusif, c'est-à-dire qu'on peut plus souvent faire des immeubles de petits gabarits, des immeubles à logement de petits gabarits, là, du 3-4 étages. On peut faire des duplex, triplex, quadruplex, etc. Donc, quand même, les UHA, ce qu'on constate, les études empiriques qu'on a disponibles, c'est que ça s'est surtout construit dans des secteurs bien desservis, c'est-à-dire en transport et en emploi, autour des universités, là où est-ce qu'on a une ligne de transport collectif structurante, à proximité des nœuds d'emploi. En Ontario, il y a peu d'études, en fait. Il y a Sarah Sipcar qui fait son doctorat à Windsor et qui a construit elle-même une UHA, qui étudie la question. Qui voit le potentiel de notamment démocratiser la densification, c'est-à-dire en permettant aux propriétaires de densifier leur terrain, mais c'est une des seules méthodes qu'on a en fait de faire participer le citoyen moyen, propriétaire occupant, à la densification d'un secteur. Sinon, la plupart du temps, c'est des entrepreneurs, c'est des développeurs de différentes tailles d'entreprises qui font de la densification. Puis, il y avait l'étude de la SCHL aussi qui avait été publiée sur l'étude de cas en Ontario là, de tous les différents encadrements réglementaires dans les différentes villes, étant donné que ça avait été exigé par la province de rendre les UHA, d'avoir une réglementation permissive pour les UHA. Donc, autre rapport d'ailleurs que je recommande si vous considérez l'encadrement réglementaire. Donc moi, mon projet s'inscrivait un peu dans tout ça. Je me posais des questions sur, c'est quoi les profils des personnes qui font des UHA, qui construisent, qui vivent dans les UHA? C'est quoi les contextes où ça marche moins bien, les succès, les limites, les barrières? Puis je me demandais, c'est quoi les coûts de construction moyens de construction, de location? C'est quoi les obstacles quand c'est autorisé de plein droit? C'est quoi les constats en densification par logement abordable? J'ai publié une partie de ces résultats-là dans un rapport de recherche. J'ai malheureusement pas eu le temps de réviser pour une publication académique, parce qu'après ça, j'ai commencé mon poste de professeur invité et donc j'ai commencé un nouveau projet de recherche.
Donc, j'ai regardé Vancouver, Edmonton, Toronto et Ottawa, parce que c'est des municipalités qui les autorisent depuis longtemps. Moi, je regardais ça sous l'angle de la densification douce aussi. Donc, c'est quoi la densification douce? C'est une stratégie d'intensification progressive de l'occupation du territoire en respect du tissu urbain et des infrastructures existantes, donc du cadre bâti existant et tout ça. Donc, ça se distingue de la densification dure, où est-ce que normalement, on fait par exemple démolition, reconstruction, et on fait de la consolidation de plusieurs lots pour faire un bâtiment de plus gros gabarit. Donc, dans ce cas-là, on est plus dans de l'insertion quand il y a de l'espace disponible. Donc, on parle de développement intercalaire, donc où il y a de l'espace sous-utilisé ou inutilisé, on va développer. Donc, c'est vraiment au cas par cas, et puis on identifie des endroits où il y a du fort potentiel. Donc, il y a quand même des enjeux d'acceptation, comme l'étude de Davidoff l'a montré, surtout dans des quartiers à très haut revenu. Les gens n'aiment pas trop ça voir des UHA, mais dans les autres quartiers, ça s'accepte très bien, dans toutes les villes. Donc, c'est un peu comme ça que je voyais ça, sur un spectre de méthodes qu'on peut utiliser pour densifier. L'UHA, ça représente un peu la plus faible forme de densification qu'on peut faire. Parce que dans le spectre de la densification douce, on pourrait transformer un unifamilial en duplex, triplex, voire jusqu'à sixplex peut-être. Donc, c'est pas des bâtiments de gros gabarit, on respecte à peu près la même description, c'est-à-dire qu'on respecte le cadre bâti du secteur. C'est pas des bâtiments qui créent beaucoup d'ombrage puis qui modifient radicalement l'apparence du secteur. Quand j'ai travaillé sur cette question-là avec l'ARPAN, qui est une firme d'urbanisme à but non lucratif, nous, comment on se positionnait, c'est que l'UHA, finalement, dans ces solutions-là de densification douce, il y a 3 types qu'on identifiait. On identifiait le logement accessoire, ça qui est déjà autorisé la plupart du temps dans les municipalités au Québec. Donc ça, c'est dans le bâtiment principal. Donc c'est par exemple le fameux logement sous-sol. Mais il y a plusieurs municipalités en fait qui avaient des restrictions, des règlements assez restrictifs, tels que ça peut pas être plus du tiers de la maison, ça doit être sur 2 étages. Il faut obliger le lien intergénérationnel. Donc le logement accessoire, c'est permis, mais il y avait souvent des restrictions quand on a fait l'étude à l'époque. Le logement attaché, donc c'est tout ajout de volume au bâtiment principal. Puis en fait, avec le temps, je me suis dit, finalement, le logement attaché, l'UHA attaché, ça représente pas vraiment une typologie différente, parce qu'à partir du moment où on rajoute un volume au bâtiment, ça fait partie du bâtiment, donc ça devient un logement accessoire, en fait. Donc le processus est différent, mais le résultat est le même. Puis finalement, l'habitation accessoire détachée, l'UHA détaché. Donc là, c'est vraiment le bâtiment détaché en fond de cours. Donc c'est souvent celui qu'on a en tête. Puis moi, c'est surtout celui-là que j'ai étudié pour mon postdoc. Là, c'est ça. À l'époque, on avait fait une revue, là, on a été collecter des photos, le logement accessoire, comme le logement accessoire en sous-sol, les logements détachés en fond de cours, des logements détachés, des conversions de garage aussi à Portland, et des logements attachés, donc ajout de bâtiments à Portland aussi. Qui construit? Qui sont les gens qui construisent des UHA? UHAD spécifiquement. Déjà, moi, ce que j'ai constaté en parlant à des professionnels qui travaillent dans le secteur, c'est que, ultimement, c'est souvent des ménages qui sont déjà propriétaires. Donc, ils financent presque toujours l'UHAD par une marge de crédit hypothécaire, c'est-à-dire qu'ils ont presque terminé de payer leur maison. Ils ont terminé de payer leur maison, ils réhypothèquent, puis grâce à ce crédit-là, ils réussissent à rajouter du logement sur leur lot. La plupart du temps, les profils, c'est des couples retraités, des ménages à 2 salaires, donc des salaires relativement élevés, au-dessus de la moyenne canadienne. Donc, c'est souvent 2 professionnels qui gagnent en moyenne plus de 80 000 par année, donc ils sont capables d'avoir accès à du crédit, finalement, pour être capables de construire. Et la plupart du temps, on réussit à construire en mettant nos ressources en commun. Donc souvent, c'est cette combinaison-là de couple retraité puis de ménage à 2 salaires qui fonctionne bien. C'est presque toujours construit par des petites firmes, c'est-à-dire des petites firmes d'architectes qui souvent sont en partenariat avec un contracteur, avec qui ils font une personne à qui ils font confiance finalement, et qui connaissent bien leur méthode de construction puis tout ça. Pourquoi on construit? Ça dépend des villes, donc ça dépend des marchés. À Vancouver et Toronto, évidemment, on est dans un contexte de marché immobilier très, très, très chaud. Et dans ce contexte-là, ça vaut la peine pour générer du revenu d'investir dans une UHA parce qu'on peut tellement obtenir en logement, en frais locatifs, en fait, que le logement supplémentaire est rentable. Donc, à ce moment-là, on voit du 2 tiers construction pour le revenu, 1 tiers pour des familles ou amis.
À Edmonton, Ottawa, ce rapport-là est inversé. C'est-à-dire que c'est 2 tiers familial et amis, 1 tiers pour revenus. À Edmonton, c'est parce que, évidemment, les valeurs locatives ne sont pas aussi élevées qu'à Vancouver et Toronto, donc la proposition financière n'est pas aussi bonne. À Ottawa, c'est parce qu'il n'y a presque pas d'unités qui se sont construites. Donc, c'est sûr que les entrevues que j'ai faites étaient assez limitées. Il y a quelques dizaines d'unités qui avaient été construites là, depuis au moment que j'ai fait mon étude. Donc, je me fierais pas trop à ces proportions-là, malgré le fait que le marché soit assez chaud à Ottawa. C'est assez restrictif, la réglementation encore. On va le voir par la suite, là, mais je pense que c'est pour ça qu'on voit ce même rapport-là. Où est-ce qu'on construit des UHA? En fait, les entretiens ont montré que, puis les données aussi, quand on regarde les permis de construction, on en voit pas mal partout. Comme un participant me disait, là, un contracteur de Toronto, on en voit partout, dans les quartiers de banlieue, dans les quartiers plus denses, dans les plus vieux quartiers près du centre. Vraiment, il y en a partout. Mais en fonction du quartier, elles n'auront pas nécessairement loué pour du revenu. Donc, il y a certains secteurs où est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les gens vont construire une UHA pour générer du revenu, étant donné qu'un secteur de banlieue plus excentrique, c'est moins intéressant pour un jeune ménage qui voudrait louer temporairement. À ce moment-là, on constate que dans ces secteurs-là, c'est plus souvent pour la famille. Et où est-ce qu'on construit le plus, même bien qu'on en construise partout, c'est surtout dans les secteurs bien desservis et les marchés plus chauds. Donc, ça confirme les autres études dans les villes américaines et les autres villes canadiennes. Donc, c'est surtout là où est-ce qu'il y a du transport collectif, là où est-ce il y a moins de normes de stationnement, parce que ça, c'est une grosse contrainte. Si on demande un stationnement supplémentaire, souvent, ça fait qu'on n'a pas l'espace pour construire l'UHA. Donc, le projet se fait pas. Puis, c'est souvent justement près des services, près de l'université à Edmonton, par exemple. Combien ça coûte? Ça varie beaucoup. Combien sont construites, pardon, on va arriver au coût dans un instant, mais combien ont été construites? Bon, j'ai mis les données à jour à peu près en 2022, donc il y en a qui se sont rajoutées certainement depuis. Vancouver, quand j'ai regardé à l'époque, c'était environ 5000, Edmonton, c'était environ 800, Toronto, les données n'étaient pas aussi à jour, mais construite dans le rapport qui avait été produit par la ville de Vancouver en 2019, il y avait 238 permis qui avaient été émis, 167 qui avaient été autorisés avec dérogation. Puis en 2022, il y avait 368 permis actifs, puis il y en avait seulement 78 de construits, 61 d'abandonnés. Puis là, c'est sûr qu'à ce moment-là, ils venaient tout juste de permettre de pas seulement les construire dans les secteurs où il y avait des ruelles, et de les permettre de les construire où est-ce que des secteurs qui n'étaient pas connectés à une ruelle, donc ce qu'on appelle les pavillons jardins, à ce moment-là, les garden suites plutôt que les laneway suites. Donc c'était encore tout frais à l'époque. J'ai pas mis à jour mes données parce que je travaille sur un autre sujet maintenant. Puis Ottawa, comme je vous disais, il y en avait très peu. Au moment que j'ai fait mon étude, il y en avait 31 permis qui avaient été émis en 2019. Donc, c'était depuis l'autorisation en 2016, donc ce qui est vraiment pas beaucoup. Les barrières qui ressortent des entretiens, donc ce qu'on peut constater, ça c'est des thèmes en fait qui ressortent des entretiens après avoir fait un codage du contenu des entretiens. Ce qu'on constate, c'est que la thématique, les barriers, donc les barrières, les contraintes, le thème qui est le plus souvent corrélé, très très fortement, là, c'est le coût de construction. Donc 69 fois, quand les gens me parlaient de barrières, ça a corrélé au coût de construction. Une cinquantaine de fois, entre 30 et 50 fois aussi, c'est toute la question d'obtenir le permis et les normes de construction. Donc ça, c'est un gros enjeu qui revenait souvent. Le fait que c'est discrétionnaire, souvent, le fait que c'est complexe. Et donc, quand on regarde, en fait, on va regarder ça au travers de différentes métriques, là. Je pense que pour moi, ce qui faisait le plus de sens en regardant ces données-là, c'est que je regardais le coût de construction moyen. Donc, à Vancouver, en parlant aux entrepreneurs qui en construisent, aux architectes, on est à peu près dans le coût de construction moyen 450 000 à 600 000. Pour des très petites unités, d'ailleurs, à Vancouver, elles sont souvent très petites, on va le voir. Toronto, on était dans le 300 à 600 000, Edmonton, 200 à 300 000. Mais une grosse variation, les nouveaux développements où l'entrepreneur offre de construire une maison unifamiliale, rajouter un logement accessoire dans la maison unifamiliale et de construire une UHA en fond de cour. Et là, le coût est beaucoup plus faible parce qu'on divise en fait des frais fixes de construction tels que faire venir une pépine, faire venir un camion de ciment, la main-d'œuvre qui est déjà là. Puis là, on a des gros gains en efficacité. Puis là, on peut construire pour du 130 140 000. Puis même, il y a des compagnies qui faisaient du préfab sur pilotis qui pouvaient faire du 80 à 120 000. Ottawa, les coûts qu'on m'a mentionnés sont entre 140 et 200 000, mais l'échantillon était beaucoup plus petit, donc c'est difficile de juger. Mais donc, les coûts sont très, très variables, puis ça reflète aussi que,
c'est pas tous les mêmes contextes de construction. Donc, construire dans des ruelles plus urbaines à Vancouver et Toronto, ça revient pas au même que construire dans des grands terrains de banlieue, où il y a aussi des ruelles à Edmonton, par exemple, où là, c'est plus facile de faire venir la machinerie, ça coûte moins cher de faire venir les équipes de construction parce qu'on n'est pas pris dans le trafic le matin. Donc, il y a des économies qui finissent par être générées sur le chantier. Puis, un des gros facteurs qui explique la grosse différence qu'on constate dans les coûts de construction, que selon mes entretiens et selon l'analyse réglementaire que j'ai fait, c'est que, justement, par exemple, à Vancouver, où ça coûte très cher, le nombre de pieds carrés maximal autorisé, selon la réglementation, quand j'ai fait mon analyse, c'était à peu près 900 pieds carrés. Quand on compare à Edmonton, où les coûts de construction sont beaucoup plus faibles, on peut faire jusqu'à du 1400 pieds carrés, et ça exclut la superficie du sous-sol, parce qu'elle est exclue du nombre de pieds carrés maximal autorisé. Ce qui fait en sorte que dans les faits, on peut avoir une maison qui, avec la hauteur maximale, si ça donne sur une ruelle, c'est pas la même norme quand c'est une maison de jardin, une garden suite. Garden suite, c'est un étage, maison de ruelle, c'est 2 étages, plus le sous-sol. Donc, ça nous donnerait une maison d'à peu près 2000 pieds carrés à ce moment-là. Donc, ce qui est une très, très grosse maison, finalement, qui permet d'avoir une famille. À Toronto, on est à peu près dans le maximum qu'on peut aller chercher pour les Laneway Homes, c'était 1722 pieds carrés. Pour les Garden Suites, on est à 1200 pieds carrés, presque 1300. Ottawa, 1000 pieds carrés, donc très petit. Ça, c'est dans les endroits où on a plus d'espace. Puis dans les quartiers plus urbains, c'était 860 pieds carrés, donc beaucoup plus petit. Puis, tout ça est évidemment lié à toute une question de le nombre d'étages. Donc, Vancouver, ça coûte plus cher aussi parce que c'est 1,5 étages, ce qui fait en sorte qu'il faut creuser une partie des fondations pour être capable d'arriver à cette hauteur-là, alors qu'à Edmonton, on permet 2 étages de plein droit. Donc, on n'a pas besoin quand on a une ruelle, ce qui fait en sorte qu'on économise déjà, on n'a pas nécessairement besoin de creuser une fondation, ce qui explique en fait la grosse différence, le gros delta, que ça coûte presque 2 fois moins cher à Edmonton qu'à Vancouver en coût moyen. Toronto, même chose, 2 étages. Donc ça, c'est la grosse différence, que malgré des contextes similaires, Vancouver et Toronto, ça coûte moins cher à Toronto aussi. Et l'autre aspect, dernier aspect, qui est les angles de toit et les normes au niveau architectural. Donc là, ça parle pas beaucoup de le voir dans un tableau, je pense que ça parle plus de le voir en plan. Quand on compare Vancouver et Toronto, encore une fois, pour expliquer le delta des coûts de construction dans des contextes similaires, Vancouver, il y a des normes très strictes le 2e étage ne peut pas faire plus qu'une certaine superficie. Il y a des normes, si on a un toit en angle, il y a des normes à respecter. Il doit y avoir des lucarnes, il doit y avoir certains angles qui doivent être respectés. Et si on a un toit plat, même chose, on a quand même on a une proportion ça ne peut pas représenter plus que 50% du footprint, donc de l'empreinte du bâtiment. Quand on compare à Toronto, où est-ce que essentiellement la seule norme qu'on a gardée pour le 2e étage, c'est de dire que c'est une norme par rapport à l'ombrage. Donc on demande un angle de toit pour que la lumière puisse pénétrer dans le terrain et ne fasse pas ombrage à la maison et aux voisins. Donc on a des normes beaucoup plus limitées, qui fait en sorte que aussi on a moins d'angles, on a moins d'aspects de design complexes à rajouter, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus facile de construire un bâtiment qui coûte moins cher, qui est plus efficient aussi. Donc Vancouver, c'est ressorti dans les entretiens systématiquement. Les constructeurs, les architectes nous disent on est capable de designer des bâtiments comme ça, mais ça coûte cher. Parce qu'avec toutes ces normes-là, qui sont souvent relatives aux distances par rapport au lot, aux distances par rapport aux autres bâtiments, à la proximité du bâtiment principal, etc., c'est toutes des choses qui font en sorte que chaque design est unique, et puisque le design est unique, ça coûte beaucoup plus cher à designer, et donc on se retrouve avec des prix très 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 élevés. Comparativement à Toronto, où essentiellement, on a une maison qui a un très très bon design aussi, là. Je vais vous montrer des photos après, là. Et où on a tous les avantages qu'on veut au niveau du design, donc minimiser l'ombrage, les vues sur les voisins, etc. Donc il y a toutes des normes par rapport aux ouvertures et tout ça sont là aussi. Donc la qualité architecturale est la même, mais le coût de construction est beaucoup plus faible. Puis tu sais, je reviens à cette figure-là, du coup, c'est quand même notable là, que le coût le plus bas qu'on peut aller chercher à Toronto est 150 000 de moins en moyenne. À Edmonton, on est à 250 000 de moins qu'à Vancouver, et on a des tailles beaucoup plus importantes, donc 900 pieds à Vancouver, 1400 à Edmonton, excluant le sous-sol, et 1720 à Toronto. Donc, quand même des avantages notables là, quand on a moins de contraintes réglementaires.
Puis quand je vous disais que la qualité architecturale, ces normes-là ne sont pas gages d'une meilleure qualité architecturale. Si on compare, c'est des styles différents, évidemment. Donc à Vancouver, on a voulu garder ce style cottage qu'on avait dans ces secteurs-là plus anciens. Mais encore, si vous regardez d'autres constructions dans le secteur, ils ne respectent pas ce norme-là. Donc les UHA, si on regarde ça d'un point de vue de contraintes réglementaires, ont plus de contraintes qu'une maison unifamiliale isolée normale. C'est comme si on demandait beaucoup, on va bien au-delà des exigences pour le secteur, quand on parle d'UHA versus quand on parle de maisons conventionnelles. Quand on compare à Toronto, on a des très bonnes constructions aussi. Là, vous pouvez aller voir la compagnie 2x2 notamment fait des belles constructions. Là, j'en ai choisi une un peu plus moderne pour contraster, mais c'est des matériaux de bonne qualité. Quand on compare aux bâtiments délabrés dans la ruelle aussi, c'est un super bâtiment. Et dans la cour, on a tous les avantages que je mentionnais tout à l'heure. Donc, c'est pas des bâtiments de mauvaise qualité parce que les réglementations sont moins contraignantes au niveau des angles et du design. C'est quand même d'excellents bâtiments, très bien construits aussi. Autre barrière, coût de construction, j'ai mentionné, les normes prescriptives, la forme, la taille, la hauteur. Si on contraint surtout des 1,5 étages, c'est très contraignant. Une autre chose qui est importante aussi à noter, c'est qu'aussitôt qu'on offre d'autres alternatives, si on peut faire un duplex, par exemple, ce qu'on a vu à Vancouver, à partir du moment où ça a été autorisé, plus récemment, je pense en 2022, les demandes pour des permis d'UHA ont chuté, en fait. Parce qu'à partir du moment où on peut faire autre chose qu'une UHA, optimiser son lot autrement, c'est beaucoup plus efficace, en fait, de ne pas faire un bâtiment isolé, mais de faire un bâtiment qui est attaché, donc un duplex. Donc, ça aussi, ça nuit au marché des UHA, mais donc c'est bénéfique pour le particulier, parce que ça lui coûte moins cher, c'est plus efficace. Les complexités et nuisances, donc c'est quand même... est-ce que les gens vont vraiment investir pour ça, considérant que ils vont avoir un site de construction dans leur cour arrière pendant plusieurs mois. Ils vont avoir une pépine, ils vont avoir des employés de construction, ils vont probablement détruire des aménagements paysagers. Donc, c'est des nuisances. Donc, il faut le considérer. Alors que s'ils veulent vraiment faire du multigénérationnel, ils peuvent s'acheter un duplex ou un triplex. L'incertitude. Donc, s'il y a une incertitude moindrement sur le fait est-ce qu'il faut obtenir une dérogation mineure, par exemple, pour construire l'unité, ou est-ce que c'est de plein droit, donc, tant qu'on respecte certaines normes, c'est autorisé. Puis s'il faut une dérogation majeure, c'est encore pire. Mais donc, aussitôt qu'il y a de l'incertitude, on parle de particuliers qui n'ont jamais construit rien de leur vie, la plupart du temps. Si on met de l'incertitude dans l'équation, ça ne se construira pas. Ça, c'est très clair. Tout le monde était d'accord là-dessus, puis les données le montrent assez clairement, surtout avec le cas d'Ottawa, où il n'y a presque rien qui s'est construit parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes associées. Le stationnement, c'est souvent un truc qui ressort, qui était mentionné dans la littérature, qui était mentionné avant qu'on autorise, mais une fois que c'est autorisé, en fait, ce qu'on constate, c'est que presque toujours, en fait, les normes de stationnement ne se posent pas vraiment un problème. Souvent, ils sont retirés avec le temps parce qu'on se rend compte que... c'est quoi la différence entre... il y a l'adolescent dans une maison familiale qui finit par arriver à l'âge où il y a une voiture. Puis là, il n'y a pas de nouvelles normes là, par rapport au nombre de chambres dans la maison, le nombre de stationnements qu'ils peuvent avoir. Alors que là, si on rajoute une UHA dans le fond de la cour, c'est comme si tout d'un coup, parce que c'était une unité détachée, il y a des nouvelles normes de stationnement qui s'ajoutent. Puis ça, à Vancouver, ça a été un litigieux pendant longtemps, étant donné qu'il y avait des exigences de fournir un stationnement sur place. Puis, au début, c'était même à l'intérieur du bâtiment. Finalement, les gens convertissaient ça en espace de salon, etc. Donc, les normes de stationnement, ce qu'on se rend compte avec le temps, c'est que c'est restrictif. Ça fait que les gens ne construiront pas, ou ils vont convertir illégalement, ou ils feront. Donc, on n'ira pas chercher les bénéfices, puis on ne gagnera pas grand-chose. Puis, c'est perçu comme une norme inéquitable, comme j'ai mentionné, parce que s'il y avait 5 personnes qui vivaient dans la maison, on n'exige pas 5 cases de stationnement. Mais là, tout d'un coup, puisqu'il y a une 6e personne qui arrive dans le fond de la cour, il en faudrait une nouvelle. Donc, c'est un cas litigieux, surtout que la plupart des maisons ont souvent jusqu'à 4 places de stationnement dans les banlieues. Et donc voilà, si c'est trop restrictif, ça ne se construira pas, à moins d'avoir un marché immobilier très chaud, ce qui n'est pas le cas de la plupart des municipalités du Québec. Donc, si on y va avec une approche très restrictive, ça ne se construira pas, tout simplement. D'autres barrières, j'ai mentionné, s'il y a des alternatives, ça va arrêter de se construire. C'est complexe. Donc, moi, l'image que je me fais tout le temps, c'est, j'imagine mes parents gérer la construction d'une UHA. Ils n'ont jamais géré un projet d'envergure comme ça dans leur vie. C'est intimidant, c'est complexe. Puis ça, c'est ressorti très, très, très fréquemment dans les entretiens. En fait, les architectes ont un gros défi, c'est qu'ils travaillent avec des gens pour qui c'est un gros investissement, puis c'est beaucoup d'incertitudes.
Donc voilà, on demande à quelqu'un qui n'a jamais coordonné ça d'agir comme architecte urbaniste puis développeur. Donc c'est un gros travail, de coordonner tout ça pour un particulier. Puis donc c'est ça, le stationnement, toutes les villes que j'ai étudiées ont retiré leurs normes de stationnement additionnelles. Ils conservent les normes de stationnement pour les secteurs unifamiliales, mais ils n'en rajoutent pas davantage. Ils se sont rendus compte que c'était contre-productif en fait. Puis là, pour vous donner un exemple à peu près, là, c'est quoi dans les quartiers où est-ce qu'il y a le plus d'UHA qui se sont construites, j'avais mis ça à jour en 2023. Puis là, ça, c'était les permis de construction. Donc, les points bleus, c'était les maisons qui avaient fait une demande pour un permis d'UHA, et les points rouges, c'était celles où c'était construit. Donc, ce qu'on constate, en fait, c'est que c'est pas un raz-de-marée tout d'un coup, est-ce que tout le monde construit des UHA? C'est très, très, très limité. Donc, c'est pas un phénomène là, qui vraiment, tout d'un coup, là, il y a un raz-de-marée, puis tout le monde construit des UHA dans le secteur. Il y a beaucoup d'intérêt, mais c'est assez limité comme phénomène. Puis ça, c'est le secteur de Beaconsfield Village de Toronto, où est-ce qu'on avait une grosse concentration d'UHA. Même chose à Vancouver. Là, Vancouver, il faut comprendre que c'est autorisé depuis plus longtemps. C'est autorisé depuis le 2009, donc c'est sûr que éventuellement, il y en a un petit peu plus qui sont construites. Mais même dans le secteur où 72% des UHAD sont localisés à Vancouver, on se retrouve quand même avec un phénomène où c'est pas toutes les adresses qui ont construit une UHA. La plupart des gens, c'est un investissement qui est trop significatif, ou ça les intéresse pas tout simplement, ils n'ont pas le besoin, ou ils n'ont pas envie de gérer une construction dans le fond de leur cours. Donc, ça demeure quand même assez limité, même après plusieurs années, puis ça c'est en 2023, donc c'est assez récent. Il faut comprendre aussi, on se dit, est-ce qu'on risque quelque chose avec les UHA? Puis ça, c'est une photo de ces ruelles-là, dans ce quartier-là de Vancouver. C'était des garages délabrés. Dans certains cas, ils sont bien entretenus, dans d'autres cas, ils sont moins. Des garages, des remises, et puis même parfois des terrains de tennis. Puis juste à côté, j'ai pris celle-là parce que juste à côté, on a une UHA qui a été construite. Donc, en fait, dans bien des cas, ça représente une amélioration du cadre bâti et de la vitalité de certains secteurs, parce qu'on rajoute des unités qui sont neuves, et les gens qui habitent là veulent avoir un beau cadre de vie, et donc ils vont construire généralement une belle unité, et ils vont vitaliser le secteur, donc ils vont prendre soin du secteur, et ils vont contribuer à ce que ce soit un secteur attractif et intéressant pour les personnes qui y demeurent. Mais c'est sûr que la plupart des municipalités n'ont pas de ruelles, donc ce cas-là ne s'applique pas nécessairement parfaitement dans les cas du Québec. Un autre exemple justement de revitalisation comparativement à un garage qui est en situation de délabrement, donc une UHA qui a d'ailleurs le même style que la maison principale. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer au Québec? D'après moi, les UHA, étant donné qu'on n'a pas un marché immobilier très chaud, ça va être un rôle mineur, mais c'est un rôle qui peut être important si on le permet de plein droit, avec une réglementation qui n'est pas trop restrictive en termes de taille, de design, de normes architecturales, etc. Donc, réalistement, à l'échelle du Québec, je pense pas qu'on va avoir des dizaines de milliers d'unités qui vont se construire. Si je me base sur les cas où est-ce qu'il y a des marchés immobiliers très chauds, même à Vancouver, il n'y en a pas tant que ça qui se sont construites. Donc, il y a quand même peut-être à l'échelle de tout le Québec, là, dans les municipalités qui ont le potentiel pour ça, il y a peut-être quelques milliers de personnes qui pourraient offrir du logement à des membres de la famille puis créer du logement locatif de haute qualité dans des secteurs prisés. Ça, je pense que ça vaut la peine de le préciser. Ça fait pas du logement très abordable, ça coûte cher à construire une UHA, mais pour les personnes qui veulent investir dans ça, la qualité de vie, la qualité du logement, puis le projet, le lien qu'il y a entre le ménage qui demeure dans l'unité, la nouvelle unité, et dans l'unité principale, le lien social est très fort. La plupart du temps, c'est pour un membre de la famille. C'est un couple retraité avec un jeune ménage. Donc, les bénéfices sociaux sont très forts. Puis si les gens sont prêts à investir cet argent-là, faire un projet ensemble comme ça, pourquoi les priver de ça? Parce que les risques pour la municipalité sont très faibles. Il y a un intérêt patrimonial aussi potentiellement. Si on veut conserver les bâtiments principaux, qu'on trouve que des secteurs avec un certain charme patrimonial, où est-ce que les bâtiments ne sont pas nécessairement protégés. On parle souvent maintenant de la valeur patrimoniale de certains secteurs avec des bungalows, par exemple. Ça peut être intéressant parce que ça permet de conserver ces bâtiments-là, qu'on trouve intéressants, de conserver le caractère du quartier, mais on optimise quand même graduellement le secteur en rajoutant des unités en fond de cours sans dénaturer le style architectural du secteur. Donc, pour des gens qui voudraient conserver, par exemple, un bungalow du milieu du siècle, parce qu'il y a un intérêt architectural pour ça, mais qui veulent quand même avoir une deuxième unité pour un membre de la famille ou peu importe, un ami, ça peut être intéressant à ce moment-là là, au niveau patrimonial.
ultimement, je pense que c'est pas un outil qui va changer qui va changer radicalement là, la situation du logement au Québec, mais c'est un outil duquel il faudrait pas se priver. Surtout quand je pense, j'ai vécu dans un quart villageois pendant un bout de temps, puis il y avait tellement de terrains qui étaient sous-optimisés, où le terrain n'était pas utilisé à sa juste valeur. Il y avait des secteurs minéralisés, des gros espaces de stationnement minéralisés pour des anciens commerces qui maintenant sont devenus du résidentiel. Donc, il y a beaucoup de potentiel à ce moment-là d'optimiser, surtout dans le contexte où est-ce qu'on veut faire vivre, par exemple, l'artère principale du village, mais il n'y a pas une densité suffisante, puis les gens, parfois, préfèrent aller dans des centres commerciaux excentrés. Donc, si on veut que ça fonctionne, cette artère commerciale-là, ben, il faut densifier aussi aux alentours de la rue commerciale. Donc, je pense que ça présente un bon potentiel à ce moment-là. Puis, c'est facile à autoriser. Donc, ça n'a pas besoin d'être un cadre réglementaire très complexe. Il y a plusieurs municipalités qui ont été de l'avant avec ça. Et je crois que, en échangeant les apprentissages réglementaires, les municipalités peuvent adopter un cadre réglementaire qui encadre bien ce qui est important et qui ne va pas dans l'excès. Puis, donc, c'est ça, les impacts sont minimaux avec un bon cadre réglementaire. On peut se fier aux apprentissages qu'on a des autres villes canadiennes depuis plusieurs décennies. Donc, c'est pas un concept qui a besoin d'être prouvé. C'est un concept qui est prouvé depuis plusieurs années. Le contexte socio-démographique est idéal aussi. Donc, en ce moment, on est à un moment clé où est-ce qu'on a des personnes en situation de vieillissement et puis, on a des jeunes ménages qui ont de la difficulté à se payer un logement dans le marché actuel. Donc, au Québec, spécifiquement, récemment, il y a eu quand même des avancements réglementaires. Donc, attendez un peu, je vais déplacer ça ici. Oh, pardon. C'est pas ce que je voulais faire. Bon, voilà. Déplacer ma caméra. Donc, au Québec, on a eu le PL16 dernièrement, donc qui modifie la loi à l'aménagement et de l'urbanisme. Donc, il n'est plus possible pour les citoyens de s'opposer à un règlement pour les UHA en demandant un référendum. Donc, il faut qu'il y ait une consultation publique, il faut qu'il y ait toute la bonne pratique réglementaire. Par contre, on ne peut pas simplement bloquer parce qu'on n'est pas d'accord. Donc, pour les municipalités, ça représente donc un risque minimal de s'engager dans ça, étant donné qu'on le sait que ça ne pourra pas être simplement bloqué. Par la suite, le provincial a aussi adopté le PL 31 où les municipalités ne peuvent plus interdire les UHA sous forme attachée. Donc, le premier pas a été franchi. Donc, maintenant, c'est la loi. Donc, il faut le permettre de plein droit, les UHA attachés. Donc, on a été un petit peu moins ambitieux qu'en Ontario, où c'est l'équivalent, mais pour les UHA détachés aussi. Et donc, pour le logement accessoire, pour les UHA attachés et pour le détaché en Ontario, ici, on a pris une approche un peu plus prudente, disons. Mais donc, quand même, je crois que c'est un bon indicatif. Et finalement, je prends l'exemple de Sherbrooke, là, justement, là, il y a une autorisation qui a été faite en juin 2024 pour les UHA détachés. Laval a lancé son processus à l'automne 2023 officiellement. Donc, j'ai pas mis à jour pour voir si ça avait été autorisé finalement, mais je crois que ça s'en vient. Et pour terminer, j'aimerais quand même traiter d'autres aspects. Donc, il y a d'autres mesures quand même potentielles. Je pense à Ottawa où on autorise de plein droit les séparations de lots en coins. Donc, pour tous les lots en coins, à Ottawa, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est diviser le lot de plein droit. Donc, avoir une maison principale sur un lot, séparer et construire sur le terrain arrière. Ce qui est une alternative quand même intéressante pour tous les lots en coins. Il y a des choses aussi, je pense que ça vaudrait la peine éventuellement de rendre donc des choses qui actuellement sont en dérogatoire, qui pourraient devenir davantage de plein droit. Je pense notamment à la pratique que Microclimat, il y a quelques années, avait fait un projet dérogatoire de 4 logements à Montréal, qui est un super projet justement de réhabilitation d'un ancien garage, lieu d'entreposage, en 4 logements. Donc, si dans le contexte urbain, on peut autoriser sous certaines conditions ce genre de projet-là plus facilement, je crois que ça aurait des bénéfices, puis qu'on aurait une typologie qui serait plus adaptée au milieu urbain. Donc, les UHAD, c'est bien pour la banlieue, mais je crois que les projets multilogements d'insertion comme ça en contexte urbain sont très intéressants quand on a des ruelles. Je note aussi, il y a d'autres villes qui ont des approches un petit peu plus ambitieuses aussi, là, qui sont en lien avec ce que je viens de mentionner pour Microclimat. Je pense à Toronto, où il y a quelques années, en fait, la ville a fait un contrat de design pour qu'une firme d'architectes propose différentes typologies
de densification adaptée aux lots étroits, parce qu'ils ont beaucoup de lots étroits. Puis l'idée, c'est de faire en sorte qu'on ait de la densification de petits gabarits, mais qui soit financièrement viable. Parce que si un particulier ou un petit promoteur achète un petit lot, où est-ce qu'il y avait une maison unifamiliale qui est délabrée, puis il veut le redévelopper. S'il veut le redévelopper en unifamilial, ça va faire un logement de luxe, nécessairement, parce que les coûts des terrains sont très, très, très élevés. Si on veut offrir du logement qui n'est pas de luxe dans ces secteurs-là, ben, il faut permettre de faire des logements, par exemple un 7 logements, un 8 logements, parce que c'est la seule manière de faire du logement relativement abordable et de faire en sorte que les particuliers et les petits promoteurs soient capables de participer à tout ça. Puis pour ça, ben, il faut permettre de plein droit certaines typologies, puis c'était ça un peu l'exercice qu'a essayé de faire Toronto. Donc je pense qu'il y a de la place pour ce genre de questionnement-là aussi, donc adapté aux différents lots, aux différents secteurs. Autre exemple, encore une fois, à Toronto, en fait, depuis avril 2023, de plein droit, on peut faire un redéveloppement d'un lot unifamilial en petit immeuble jusqu'à 4 logements. Donc, essentiellement, on a enlevé la redevance de développement. Donc ici, c'est pas partout qu'on a une redevance de développement, mais donc on a enlevé ça en plus de permettre de plein droit. Puis, justement, il y a un exemple, l'exemple qu'on a ici, qui a essentiellement l'air d'une maison familiale. En fait, c'est un bungalow converti en 3 plex avec une UHA dans le fond de la cour. Donc, on a tous les bénéfices qu'on a mentionnés. Donc, c'est une combinaison, je trouve, des deux choses que je vous ai montrées. Donc, faire du multiplex avec, en plus, combiné avec une UHAD pour essentiellement faire un 4plex. Donc, je pense que ça, il y a un bon potentiel pour ça, là, de favoriser une plus grande diversité de pratiques. Puis, autre exemple, je trouve qui est assez intéressant, Vancouver, ils ont fait une compétition de design, le Missing Middle Competition, en 2018. Puis là, le mandat avait été donné à plusieurs firmes de produire en fait des designs, des montages de projets qui permettraient une densité intelligente à vocation sociale et plus accessible financièrement. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'ils ne se sont pas seulement attardés à la forme des projets, donc respecter le gabarit des bâtiments puis le style du secteur, mais aussi tenter de proposer des projets où le montage de projets, c'est-à-dire les formes coopératives, par exemple, les projets avec une vocation communautaire ou les projets avec une vocation familiale. Donc, dans ce cahier-là, en fait, il y a plein de propositions qui combinent forme et fonction et public cible. Donc, je pense que ça, c'est très intéressant pour justement créer, par exemple, des espaces communs pour les familles, pour que les enfants puissent jouer en sécurité dans certains secteurs. Puis, je pense que c'est un bel exemple de comment le public peut, par concours, proposer des idées qui mènent à des projets où est-ce que, puisqu'on a tout le montage financier, la rentabilité éventuelle et tout ça, on a quand même des choses qui sont un peu plus concrètes que juste des questions de design. Donc, c'est des projets où le montage il y a déjà un montage qui est proposé selon différents critères. Donc, voilà, c'est tout pour tout ça. J'ai hâte de recevoir vos questions dans 2 semaines. Donc, je dois noter que le projet avait été financé, mon postdoc, là, à l'époque, par le CRSH et par le FRQ dans le cadre d'une bourse conjointe CRSH-SCHL et d'une bourse postdoctorale du FRQ. Donc, voilà, merci beaucoup.